Salut ici Maps, de retour pour un update lecture du mois d'août. Déjà, le temps passe si vite. J'espère que vous passez un bel été parce que moi j'en profite vraiment, pour vrai. Il fait beau, je relaxe, tranquillos, tu sais, tout ça. Alors, sans plus attendre, je vous présente les lectures dont je vais vous parler au mois d'août. Alors, je suis quand même bien avancée dans mes lectures, ça devrait être très réalisable. J'ai essayé de diversifier un peu les choses, les styles, ouais, c'est ça. Puis je suis allée avec mon cœur parce que ben, c'est comme ça qu'on lit, hein. Lorsqu'on a envie de lire, ben, c'est plus facile. Je commence tout de suite. Alors, si vous vous souvenez de mon amie Pamela qui a fait, je crois, 3 vidéos avec moi. On a fait les 2 tags do des dump garçon-fille, puis on avait fait une critique littéraire de l'année 2016, je crois. Eh bien, elle m'avait dit, elle était outrée que je n'ai pas lu les 4 filles et un jeans. Donc, bon, hein. J'ai déjà lu le premier et je me suis donné comme objectif de me lancer dans le deuxième. Je crois que ça va être assez pour cet été, puis l'été prochain, je lirai 3-4. Parce que lire ça l'hiver, il me semble que ça doit pas être super cool. En tout cas, donc je vais vous parler du deuxième tome de 4 filles et un jeans, écrit par Anne Bracharas. Donc, c'est ça. Nous, les menteurs de E. Lockhart. Je ne sais pas sur quelle chaîne j'avais vu ce livre-là, ça fait un bout quand même, j'avais mis comme dans ma pile à plus tard, puis finalement j'ai eu un buzz dans le cerveau, puis j'ai décidé de le commenter, et il est là. Il faut pas que je tombe. Donc, une famille belle et distinguée, l'été, une île privée, le grand amour, une ado brisée, 4 adolescents à l'amitié indéfectible, les menteurs, un accident, un secret, la vérité. Donc là, ça me revient un peu, il me semble que c'était un thriller, puis il y a quelque chose qui va se passer, puis il faut découvrir qui a fait quoi. Donc, nous, les menteurs de E. Lockhart, ça va être pour le début août. Si vous êtes sur l'univers littéraire, vous avez entendu parler de Sarah J. Maas, surtout si vous aimez le fantastique. Si vous avez jamais entendu parler de cet auteur-là, je vous dirai pas ce que tout le monde dit puis qui me fait vraiment chenoute, genre vous étiez où? Non. Mais je vous dirais que c'est peut-être parce que vous aimez pas ce style-là, ou si vous aimez le fantastique, eh bien retenez ce nom-là. Donc ça, c'est le deuxième tome de la trilogie. Je crois que ça va être une trilogie. Le premier tome, c'était Un palais d'épines et de roses. Je pense. Je l'ai lu l'année passée, donc je vous mets la vidéo en haut, quelque part. Et celui-là, c'est le tome 2, donc Un palais de colère et de brume. Ben, je lirai pas le 4e de couverture parce que ça risque de nous, ben, pas de moi, mais de vous spoiler le premier tome. Mais c'est comme un remake de La Belle et la Bête dans un monde un peu particulier. Une jeune fille qui se nomme Feyre, qui s'en va habiter dans une tour avec un monsieur bizarre. Puis, elle découvre un monde et des choses qu'elle ne suspectait pas. Là, mon résumé est vraiment de bouette parce que ça fait vraiment longtemps, mais si ça vous intéresse, là, allez voir ma critique vidéo de lorsque j'avais fini de le lire. Mais c'est ça, c'est le deuxième tome. Regardez comment il a l'air comme neuf, genre c'est incroyable. Il doit pas y avoir beaucoup de personnes qui ont passé dessus pour l'instant. Donc, je vais lire le deuxième tome bientôt. Did I mention I love you? Connu plutôt sur le titre d'Emily peut-être. L'auteur c'est Estelle Mascam. Ça fait un petit bout, on entendait parler de cette série-là peut-être quelques années, je sais pas. J'ai eu un petit boost de vouloir lire ça, je trouvais que ça faisait été, puis j'avais pas de raison précise. C'est une trilogie, donc Did I mention I love you, Did I mention I need you, et Did I mention I miss you? Et ça parle de... Je sais même pas de quoi ça parle. Rien ne sera plus comme avant. Eden, 16 ans, va passer l'été dans la famille recomposée de son père à Santa Monica, en Californie. Ce dernier a refait sa vie, ce qui veut dire 3 nouveaux demi-frères pour Eden. Le plus âgé, Tyler, est un vrai bad boy, séducteur, égocentrique, violent. Fascinée, elle ne peut s'empêcher de succomber au charme de la seule personne qui lui a défendu, son demi-frère. Je
suis vraiment choquée parce que c'est pas le genre de prémisse qui m'intéresse. Puis ça me fait penser au livre Te succomber, qui était comme, en tout cas, peut-être pas le pareil, là, mais que c'était aussi une histoire de demi-frère, puis j'étais vraiment comme... Oh mon Dieu! Je suis vraiment surprise, j'ai comme des frissons. J'ai vraiment l'impression que ça me plaira pas. Oh non! Bon, on verra. Si vous l'avez lu, dites-moi là si vous avez aimé ça, si c'est pas si terrible que ça. Mais arc, la prémisse est vraiment pas tombée dans mon cœur. Je suis vraiment excitée d'avoir ce livre-là de Jussi Adler-Olsen, Profanation, dans ma pile à lire, parce que je crois que c'est l'année passée. J'avais lu là, de façon très random le premier tome, qui est Miséricorde. Et c'est pas nécessairement une suite, mais ça fait partie des enquêtes... Les enquêtes du département 5, je crois. Donc, c'est deux personnes qui fit vraiment pas ensemble, qui ne vont vraiment pas bien ensemble, qui font des enquêtes et on leur donne des vieux cold cases. Donc, c'est sûr que pour les relations entre les personnages, c'est préférable de les lire en ordre. J'imagine que c'est possible de le faire en désordre, mais celui-là, c'est le deuxième. Miséricorde, je l'avais vraiment aimé. Moi qui n'ai pas nécessairement tout le temps fan du thriller, mystère, roman policier, parce que j'embarque vraiment rapidement dans le build-up, puis je suis souvent déçue de la fin. Donc c'est pourquoi je me retiens un peu d'en lire trop. Et puis j'avais été vraiment surprise par Miséricorde, parce que même si on voyait les deux parties, celle des enquêteurs puis celle de la victime, ben on savait pas comment ça allait finir malgré tout, parce qu'il y avait beaucoup il y avait beaucoup de situations entre ça, puis il y avait beaucoup de facteurs qui pouvaient que ça, même s'il la retrouvait, ça pouvait être fatal, genre. En tout cas, c'était vraiment incroyable. Donc, je me relance dans cette série-là et j'ai vraiment hâte de le lire. Ça a été vraiment un gros coup de cœur lorsque je l'avais lu. Oh, regardez la belle couverture! No Home de Yajiasi! Ça fait vraiment un certain temps que je convoite cet auteur pour une raison X, Y, Z, je pourrais pas dire. Je ne sais même pas de quoi ça parle, mais on dirait que j'en ai entendu parler ici et là, où je l'ai vu, puis ça me tentait. Alors, de quoi ça parle? 18e siècle. Au plus fort de la traite des esclaves, Effia et Essie naissent de la même mère dans deux villages rivaux du Ghana. Ils naissent dans la même mère dans deux villages. Ok. La sublime Effia est mariée de force à un Anglais, le capitaine du phare de Cap Coast. Leurs chambres surplombent les cachots où sont enfermés les captifs qui deviendront esclaves une fois l'océan traversé. Effia ignore que sa sœur Essie y est emprisonnée avant d'être expédiée en Amérique ou des champs de coton jusqu'à Harlem. Ses enfants et ses petits-enfants seront inlassablement jugés pour la couleur de leur peau. La descendance d'Effia, métissée et éduquée, connaît une autre forme de souffrance, perpétuer sur place le commerce triangulaire familial, puis survivre dans un pays meurtri pour des générations. Ça a l'air un livre qui va faire mal. Puis, au début, j'étais comme confuse parce que j'étais comme comment les deux ont pu naître dans deux villages rivaux, mais c'est pas des jumelles, mais probablement plus des sœurs, donc ils sont pas nés au même temps. Mais bon, naviguant brillamment entre l'Afrique et l'Amérique, Yajiasi écrit le destin d'une famille à l'arbre généalogique brisé par la cruauté des hommes, un voyage dans le temps inoubliable. Donc c'est clair que ça va faire mal ce livre-là, juste lire la prémisse, l'esclavage, tout ça. Je sais pas pourquoi. En fait, je sais pourquoi. C'est parce que Leonardo DiCaprio est sur la couverture que j'ai choisi Gatsby de E. Scott Fitzgerald, qui est un classique. Moi qui n'ai pas eu la chance de lire des classiques dans ma jeunesse. Et là, j'ai lu dans mes mains. Mon chum me dit que ça allait être vraiment long. New York, année folle, dans sa somptueuse demeure de Long Island, Jay Gatsby organise de fastueuses réceptions où les invités se pressent en foule. Mais leur hôte ne cherche à éblouir qu'une seule personne, Daisy Buchanan. Elle est élégante, riche, séduisante.
mais elle est la femme d'un héritier millionnaire. Avec ce texte devenu un classique, Fitzgerald, sur un air de jazz et une coupe de champagne à la main, met à nu le rêve américain et écrit l'un des plus beaux romans du 20e siècle, ici présenté dans la traduction de référence par Jacques Tournier. Hein? À suivre. Est-ce que vous l'avez lu? Et finalement, pour conclure mes vidéos du mois d'août, je vais relire Simon Boulris parce que j'ai lu L'Enfant Mascara au début du mois de juillet. Et c'est mon ami Alexandre qui m'a dit « Là, tu devrais lire Moi aussi j'aime les hommes » de Simon Boulris et Alain Labonté. Et en plus, c'est un petit livre. C'est vrai, ça se lit, genre de livre qui se lise en one sitting. Quoi qu'il y ait quand même pas pire de pages là-dedans. Puis c'est comme plus condensé que dans L'Enfant Mascara, je crois. Alors, octobre 2015, Alain est assis dans son salon. À la télévision, des images défilent. Un jeune homme, les yeux bandés et les mains liées, est amené au sommet de la plus haute tour d'une ville, puis poussé dans le vide, parce qu'il est homosexuel. Habité par la colère et l'incompréhension, Alain écrit à la première personne à laquelle il pense, Simon. Celui-ci, dans les nuages entre Montréal et Bécomo, lui répond. C'est ainsi que s'amorce entre les deux auteurs des échanges qui abordent leur parcours, leur aspiration, leur joie face aux avancées des droits LGBTQ+, ici, leur réaction face aux horreurs perpétrées ailleurs, l'importance de la famille et de la création, un ouvrage désarmant de sincérité où deux hommes se révèlent à travers leur perception de ce qui secoue notre monde. On voit que Simon Boulris aime beaucoup les sujets légers, hein, forcément. L'homosexualité et dans L'Enfant Mascara, il y avait un peu de ça aussi, mais la transsexualité. On voit qu'il aime les sujets légers qui ne font pas réagir du tout. Sarcasme. Donc, c'est ce livre-là qui va probablement conclure mes vidéos du mois d'août. Je vous réserve un book haul de l'été, ouais, à la fin du mois d'août, parce que j'avais fait quelques achats à l'événement de la bibliothèque municipale. Tu tombes sur des livres, puis je sais pas, c'est souvent un coup de foudre très aveugle lorsque je rencontre des livres à cet événement-là. Et le 12 août, j'achète un livre québécois et je vous prépare avec d'autres gens une vidéo, ma foi, incroyable. Sur ça, si vous avez des suggestions, des critiques, des commentaires, n'hésitez pas, vous pouvez toujours faire en dessous de ma vidéo. Je publie les vidéos à tous les 3 jours, donc si vous aimez, n'hésitez pas à mettre un petit pouce ou à vous inscrire à ma chaîne ou à peser sur la petite cloche qui fait en sorte que ça vous envoie des notifications lorsque je publie une nouvelle vidéo et à commenter si vous avez quelque chose à dire. Sur ce, je vous souhaite de bonnes lectures.